oublié. Comme je le disais tantôt, cette séance sera consacrée, cette fois-ci, non pas aux structures conditionnelles, mais aux structures itératives. Et comme Sommet l'a si bien dit, on les appelle autrement les boucles. Donc, loop en anglais. En Python, il y a principalement deux types de boucles. Il y a la boucle while et il y a la boucle for. Alors, autour de ces deux boucles-là, il y a aussi des fonctions des fonctions utilitaires qui permettent en fait de manipuler une liste de nombres, en fait, qui facilitent en fait l'utilisation de ces boucles-là. Alors, on va voir dans un premier temps c'est quoi une boucle, les différentes boucles, la syntaxe de chaque boucle, comment les utiliser, dans quel cas les utiliser, et surtout leur importance. Parce que je vous l'ai dit au début de ce module-là, les bases de Python, que en fait, les structures conditionnelles, les structures itératives et également ce qu'on va voir lors de la séance prochaine, en fait, ça va constituer la base de tout ce que vous allez faire après lors des projets, en fait. Donc, ça constitue vraiment le cœur du langage de programmation Python. Une fois que vous maîtrisez ces bases, ces notions de base, cette syntaxe de base, ça devient très facile pour vous en fait, de faire n'importe quoi. Donc, parce que Python, comme on l'a vu au début, Python, c'est un langage qui est basé sur plusieurs bibliothèques, plusieurs librairies. Et souvent, tu peux utiliser une librairie sans forcément comprendre ce qui se passe derrière, sans peut-être même maîtriser la syntaxe de Python. Mais c'est bien quand tu maîtrises les bases, les fondamentaux correctement, tu peux utiliser n'importe quelle librairie pour faire tout ce que tu veux en fait. Ça devient beaucoup plus facile. Donc, raison pour laquelle voilà, je vous interpelle sur ça. Essayez de bien maîtriser en fait cette partie-là. C'est vraiment le cœur du langage de programmation. Et après, même si lorsqu'on voit, je sais pas moi, Matplotlib, Seaborn, NumPy, vous pouvez ne pas maîtriser ça. Mais une fois que vous avez maîtrisé les bases, c'est plus facile en fait après de transitionner vers des trucs beaucoup plus complexes. Donc, revenons à nos moutons. Donc, comme je le disais tantôt, il y a principalement deux types de boucles. Et avant de revenir à ces deux types de boucles-là, je vais vous mettre un peu au défi. Bon, c'est pas un défi, c'est juste vous mettre dans la tête c'est quoi l'importance des boucles en programmation de façon générale, même pas dans le langage Python. Euh, Ok, je voulais juste m'assurer que j'ai lancé l'enregistrement. Donc, ici, dans notre quotidien, dans la vie quotidienne, bien sûr, tout comme en programmation, on est toujours confronté à des tâches qui sont fastidieuses, c'est-à-dire qui sont répétitives. Donc, on fait des choses de façon répétitive, d'ailleurs, qu'on n'aime pas du tout, on n'aime pas du tout faire les tâches qui sont fastidieuses. Donc, l'exemple le plus simple que moi j'ai trouvé, maintenant ça va, avec les Android, les iPhones et tout ça, bon, c'est plus simple. Mais en fait, j'ai pensé à cet exemple-là parce que quand j'avais, par exemple, un téléphone, bon, mon téléphone à touche, un Nokia, là, à chaque fin d'année, le message classique qu'on a l'habitude d'envoyer à nos amis, à notre famille, à nos collègues et tout ça, c'est bonne et heureuse année 2000, par exemple 2025 ou 2026. Donc, imaginons cette tâche-là en programmation. Donc, si vous allez faire ça, déjà même dans la vraie vie, qu'est-ce que vous faites d'habitude? Bon, c'est plus, comme je l'ai dit, maintenant c'est plus simple. Vous pouvez écrire un message, comment on appelle ça? Un message général et cocher une liste de contacts pour le faire. Mais avant, dans certains téléphones, pour le faire, il fallait d'abord rentrer dans le premier contact, écrire le message, copier ce message-là, rentrer dans le deuxième contact, envoyer le message, rentrer dans le troisième contact, ainsi de suite. Donc là, c'est une tâche qui est dite fastidieuse. Donc, c'est difficile à faire. C'est juste la même chose que vous faites au fur et à mesure. Donc, c'est assez répétitif. Donc, ici, l'exemple que je prends, c'est envoyer un message de souhait de fin d'année à une liste de 10 amis. Euh, et en programmation, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est voir la tâche qui est fastidieuse, la tâche qui est répétitive, et voir en fait comment les boucles arrivent à nous faciliter la vie en automatisant en fait, en automatisant ça, au lieu d'à chaque fois faire un copier-coller du même message pour chaque ami. Donc, ce qui prendrait du temps, on va essayer de voir comment l'utilisation des boucles peut nous faciliter ça. Donc, bon, ça c'est le plan, la table des matières. On va voir une définition. Après ça, on va voir une définition d'une boucle. C'est quoi la boucle while? Alors, j'ai sauté un ici. Ensuite, il y a la boucle for entre-temps, je l'ai sauté. Utilisation de la boucle range, de la fonction range, pardon. Instruction de contrôle break et continue.
quelques exemples pratiques et enfin un dernier défi que vous aurez le plaisir de faire et de me rendre ça la séance prochaine. C'est très simple, hein, c'est très simple. Et c'est sûr que bon, ceux qui ont fait des trucs à l'école, la programmation à l'école, vous avez déjà eu à faire cet exemple-là. Donc voilà, revenons à notre défi. Donc, avant de commencer, pour simplifier le problème, voici comment ce que je vous ai expliqué tantôt là, ça peut ressembler en Python. Donc, j'ai une liste. Bon, j'ai pas, oui, j'ai une liste de 2 amis, de 10 amis dans mes contacts. Voilà, j'ai des amis Roland, Bob, Marcus, David, Ange, Franck, Grace, Anna, Isaac, Julia, etc. D'ailleurs, il se trouve que ce soit une vraie liste quand même. Ok, j'ai une liste de 10 amis auxquels je veux envoyer le message bonne et heureuse année 2026 à toi. Donc, c'est un message classique. Et en Python, bon, normalement, je vais définir une fonction qui va faire ça, qui va envoyer ça à mes amis. Mais pour simplifier, ouais, j'ai pas voulu complexifier les choses. Donc, pour simplifier, je vais juste utiliser la fonction print. Print, c'est-à-dire quand je fais print, envoyer un message à mon ami, un tel ami, donc, et je lui donne le message, simplement. Donc, j'envoie le message. Donc, c'est-à-dire, pour chaque message et pour chaque ami auquel je vais envoyer le message, je vais faire print, envoyer le message à ami, ami 1. Print, envoyer le message à ami 2, etc., etc. Donc voilà, donc j'ai ma liste de 10 amis, j'ai mon message, c'est le même message que je vais envoyer à tous mes 10 amis. Qu'est-ce que je fais dans un premier temps? Donc voilà, j'envoie le message d'abord à ami 1 qui est Roland. Ensuite, j'envoie le message à ami 2 qui est Bob. Donc là, vous voyez, j'utilise euh, un à un, en fait, la fonction print. Donc ici, la fonction print, c'est comme la fonction d'envoi du message. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu simplifier, pas voulu faire un truc complexe là. Donc, à chaque fois que je fais un print, c'est-à-dire j'envoie le message à l'ami. Donc, j'envoie d'abord à ami 1, ami 1, ami 2, ami 3, ami 4, ami 5, etc. jusqu'à ami 10. Vous voyez, c'est la même chose que j'ai fait. La seule différence qu'il y a entre ces lignes de code là, c'est juste à quel ami j'envoie le message, puisque le message, il est le même. On pourrait encore complexifier ça en disant, au lieu de mettre au lieu que ça soit un message, disons, générique, le même pour tout le monde, je pouvais mettre bonne et heureuse année 2026 à au nom de l'ami. Bon, j'ai pas voulu complexifier ça, mais vous voyez déjà, ça c'est j'ai 10 amis et ça me voilà, ça bon, je vais pas utiliser un gros mot, ça me fatigue en fait de l'envoyer à ces 10 amis là. À chaque fois, c'est répétitif, c'est la même chose. Donc, j'aimerais trouver un moyen beaucoup plus simple d'envoyer ces messages-là à 10 amis sans avoir à écrire 10 lignes de code pour chaque ami. Et imaginez, ça c'est 10 amis. Imaginez que dans ma liste de contacts, j'ai 1000 amis. Là, ça devient compliqué. J'ai 10 000 amis. Ça devient très compliqué. Je ne vais pas écrire 10 000 lignes de code. Non, pas du tout. Donc voilà. C'est ce que j'ai dit ici. Ça fonctionne, bien sûr, ça va fonctionner, mais ça semble assez fastidieux. Donc, imaginons maintenant qu'on a, au lieu d'une liste de 10 amis, vous en avez en réalité une centaine ou même des milliers à qui envoyer le message. Qu'allez-vous faire? Et la solution ici, simplement, c'est les boucles. Et l'exemple que je vous ai montré, c'est vraiment un exemple banal. Je sais même pas d'où est-ce que je l'ai sorti. Mais souvent, il y a vraiment certaines tâches où c'est carrément impossible de faire sans une boucle. Vous allez voir, c'est comme je vous l'ai dit au début, les boucles sont vraiment au cœur de pas de la programmation Python, de n'importe quel langage de programmation. Donc, une fois que vous maîtrisez le principe, d'ailleurs, ceux qui ont fait un peu d'algorithmie en première année, ou je sais pas, oui, généralement, on le fait en première année, ceux qui font maths, physique, informatique ou je sais pas moi, une prépa intégrée. De toute façon, vous allez faire l'algorithmique et dans l'algorithme, vous allez forcément voir en fait les boucles. Donc, plusieurs types de boucles. Voilà. Donc, et comme je le disais, il y a des tâches qui sont carrément impossibles à faire sans boucle. Donc, maintenant, la nouvelle approche que je vais utiliser pour envoyer mon message de bonne et heureuse année à mes 10 amis, et c'est en utilisant les boucles. Donc, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais définir, disons, une liste. C'est ce qu'on appelle, on n'a pas encore vu ça, ces structures-là, mais c'est l'occasion. D'ailleurs, il y a un chapitre qui sera carrément dédié à ça, les types avancés avec Python, les tuples, les listes et tout ça. Donc, ici, on a, en fait, ce que j'ai défini, j'ai ouvert un crochet, j'ai écrit le nom de mes amis, donc Roland, virgule, Bob, virgule, Marcus, virgule, David, virgule, juste, j'ai écrit en fait tous les noms de mes amis ici. J'ai refermé le crochet.
Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une liste. Comme je vous l'ai dit, on va le voir. Ne vous en faites pas. Mais c'est assez simple à appréhender. Donc, on a une liste qui est là, donc la liste de mes amis, et on a mon message, donc une variable qui contient mon message. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une boucle. Ne vous en faites pas pour la syntaxe pour l'instant, c'est ce qu'on va voir juste en bas. Mais regardez ce que je vais faire. Je vais dire pour chaque ami qu'il y a dans ma liste, donc for ami, in ami, donc pour chaque ami qu'il y a dans ma liste d'amis, envoie le message, ce message-là, à cet ami-là. Donc, pour chaque ami, tu lui envoies le message. Pour chaque ami, tu lui envoies le message. Simplement. En fait, le principe, vous voyez déjà, il est assez simple à appréhender. Il n'y a rien de compliqué du tout. Vous avez, disons, vous avez un sac, vous avez un nombre d'éléments dans le sac là, et pour chaque élément du sac, vous allez faire quelque chose. Vous allez faire un traitement sur cet élément-là. Très simple, comme ce qu'il paraît. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, donc qu'est-ce que j'ai dit ici? Heureusement, avec Python et ses structures itératives, nous pouvons automatiser ces tâches répétitives de manière simple et efficace. Et of course, euh, ça c'est de l'anglicisme, gagner un temps précieux. Regardons comment nous pourrions accomplir la même tâche en utilisant une boucle for. Bon, voilà. Ici, cette approche nous permet de parcourir la liste de nos amis et envoyer le même message à chacun d'eux. C'est beaucoup plus efficace. Et regardez là, j'ai combien de lignes? J'ai juste 4 lignes de code. Donc, la ligne qui définit la liste des amis, la ligne qui définit le message et la ligne de la boucle et la ligne de l'envoi, simplement. Alors que là, j'avais combien? J'avais au moins 10 lignes pour chaque ami et sans compter les lignes de définition ici. Donc, ça fait au moins, je sais pas moi, 20, ça faisait 23 lignes. Donc, c'est beaucoup. Alors que là, on résume tout ça en 4 lignes. Voilà. Donc, le but ici, ce n'est pas de comprendre. Oui, en fait, je vous mets déjà en garde pour ceux qui vont relire le notebook. Le but, en fait, dans un premier temps, c'est pas juste de comprendre la boucle, la syntaxe de la boucle. Comme je l'ai dit, on va voir ça beaucoup plus en détail en bas. C'est juste pour avoir une idée, en fait, de la puissance des structures itératives dans la vie réelle. Voilà. Donc, maintenant, on va passer rapide directement aux boucles, en commençant avec la boucle while. Alors, comme je le disais, alors, en fait, ce que je veux dire, en Python, il y a deux principaux types de boucles. Donc, deux principaux types de boucles. Il y a la boucle for et il y a la boucle while. Mais vous allez voir dans certains langages de programmation, vous allez voir plusieurs autres types de boucles. Donc, par exemple, il y a en C ou en C++, vous allez avoir la boucle do while. Mais c'est pas important. On va se focaliser juste sur ces deux-là. Et après, si vous voulez, vous pouvez utiliser d'autres boucles, notamment comme la boucle do while, c'est pas bien grave. Mais bon, les deux, en fait, ça permet de faire tout type de tâches répétitives, en fait. Voilà. Donc, en programmation, une structure itérative, encore appelée boucle, c'est un moyen de répéter l'exécution d'un ensemble d'instructions, soit un certain nombre de fois. Par exemple, quand l'exemple que j'ai donné plus haut, envoyer un message à 10 amis, c'est-à-dire je vais répéter l'envoi du message 10 fois parce que j'ai 10 amis. Envoyer au premier ami, deuxième ami, troisième ami, quatrième ami jusqu'au 10e ami. Donc là, ce que je suis en train de faire, j'envoie itérativement des messages enfin un message à chaque ami. Donc, j'envoie 10 messages, donc pour 10 amis. Donc, soit pour la boucle, c'est-à-dire on répète l'exécution d'un ensemble d'instructions, soit un certain nombre de fois, et ce nombre de fois doit être fixé dès le départ, doit être connu dès le départ, avant même que tu écrives la boucle. Donc là, en l'occurrence, c'est 10 amis. Donc je dois envoyer mon message à 10 amis. Ou bien, jusqu'à ce qu'une condition spécifique soit satisfaite. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit dans le groupe réviser les structures conditionnelles, parce que il y a une boucle particulière, la boucle while, qui utilise la notion de condition. Le premier cas pour les boucles, c'est-à-dire on répète un certain nombre de fois qui est fixé, ou bien on répète jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. Vous voyez? Donc, et en fait, ça ramène directement aux deux types de boucles. Le premier cas, c'est-à-dire répéter l'exécution d'un ensemble d'instructions un nombre de fois fixe, ça renvoie directement à la boucle for. For, en fait, c'est pour dire pour, et répéter jusqu'à ce qu'une condition soit valide ou soit vérifiée, soit satisfaite. C'est-à-dire, je répète, tant que la condition n'est pas encore vérifiée, je fais que répéter, en fait.
Donc, c'est ces deux cas-là. Vous allez voir, quand on va commencer avec le while et le for, vous allez voir en fait les nuances entre les deux. Donc, cela permet d'automatiser des tâches répétitives et de traiter des ensembles de données de manière efficace, comme vous l'avez constaté plus haut. Plus précisément en Python, les structures itératives comprennent principalement deux types de boucles, donc la boucle while et la boucle for. Donc, on commence rapidement avec la boucle while. Et je ne sais pas pourquoi j'ai commencé par le while. Le for, il est plus simple, c'est pas grave. Alors, la boucle while. Alors, la définition que moi j'ai donnée pour la boucle while, c'est quoi? Ce qu'elle permet de faire, c'est de répéter un bloc de code, c'est-à-dire des instructions bien spécifiques. Donc, la boucle while permet de répéter des instructions tant qu'une certaine condition spécifiée est vraie, donc reste vraie. Donc, reste vrai en booléen ou en informatique, c'est-à-dire c'est true. La condition renvoie la valeur true. Donc, tant qu'une certaine condition est vraie, tant qu'elle est vérifiée, elle est satisfaite, je ne fais que répéter un certain nombre d'instructions. Par exemple, dans notre exemple plus haut, c'était envoyer des messages à une de ses amis. Donc, par exemple, je vais dire quelles conditions on peut utiliser avec le while ici. Voilà, je peux dire tant que ma liste d'amis, en fait, tant que la liste n'a pas atteint la fin, je ne fais que envoyer les messages à mes contacts. J'ai une liste de contacts et tant que je ne suis pas encore arrivé à la fin des contacts, je ne fais qu'envoyer des messages. Donc, il va envoyer à une première personne, il va vérifier est-ce que c'est la dernière personne, est-ce que je suis arrivé à la fin? Non, donc il continue, il envoie deuxième, troisième, jusqu'à atteindre la fin de la liste en fait. Ça, c'est un premier cas. Donc, elle est utile plutôt lorsque le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance ou lorsque la répétition doit se poursuivre jusqu'à ce qu'une condition est remplie. Et la boucle while, c'est ça. Je vous ai dit tantôt, quand j'ai mentionné en fait ça, un certain nombre de fois, c'est-à-dire quand je parlais en fait de la boucle for, bien qu'on ne l'ait pas encore vu, mais je vous ai dit, soit on utilise les boucles pour un certain nombre de fois. Souvent, il arrive qu'on ne sait pas en fait combien de fois on doit répéter. Donc, tu ne sais pas combien de fois tu vas répéter un bloc d'instruction. Et là, la boucle while est plus adaptée pour ces cas-là. Donc, tu vas dire, je sais pas, tant que la condition n'est pas encore respectée, je ne sais pas combien de fois, c'est-à-dire, je ne sais pas combien d'itérations ça va me prendre pour atteindre la condition. Mais au moins, tant qu'elle n'est pas respectée, tu fais quelque chose jusqu'à ce que, voilà, on atteigne l'objectif ou la condition souhaitée. Donc, c'est ça. Donc, elle est utile, premièrement, quand le nombre d'itérations n'est pas connu à l'avance ou bien quand on veut clairement, on manifeste l'intérêt de répéter, de poursuivre l'itération jusqu'à ce qu'une condition spécifique soit remplie. Peut-être c'est toujours abstrait pour certaines personnes. Vous allez voir avec les exemples, ça va être beaucoup plus simple. Par exemple, vous pourriez utiliser une boucle while pour lire les données d'un fichier jusqu'à ce que vous atteigniez la fin du fichier. Donc, ça, c'est un exemple qui est très simple. Donc, vous avez un fichier, disons un fichier texte. C'est analogue, en fait, à l'exemple des contacts. C'est comme vous voulez. Donc, vous avez un fichier avec du texte et vous allez utiliser un code Python pour lire, en fait, les lignes de ce fichier-là. Donc, vous allez dire, tant qu'on n'a pas atteint la fin du fichier, tu ne fais que lire. Tu fais que lire jusqu'à ce que donc ça c'est une boucle while qui permet de faire ça. Tu vas mettre while, on n'est pas encore à la fin, tu ne fais que lire le fichier. Ou bien pour demander à l'utilisateur de saisir des informations jusqu'à ce qu'il entre une valeur spécifique. Ou bien, vous voyez, lorsque vous remplissez des formulaires, il y a des conditions qui sont fixées pour certains formulaires. Par exemple, un champ où on vous demande votre numéro de téléphone et vous mettez votre nom. Bien sûr, il ne va pas accepter. Donc, tant que vous n'avez pas mis disons un chiffre ou un numéro valide, ils vont pas accepter que vous validiez le formulaire. Donc ça aussi c'est un cas d'utilisation de la boucle while. Et maintenant, place à la syntaxe de la boucle while, c'est ça. While, pour ceux qui ne le savent pas, while en français ça veut dire tant que. Ceux qui ont fait l'algorithmique, vous savez ça. Donc, c'est-à-dire tant que une condition, donc tant que la condition est vraie, je fais quelque chose. Et je vous ai dit, en Python, il y a au lieu des accolades pour certains langages de programmation, il y a ce qu'on appelle l'indentation. Et l'indentation, c'est ça qui permet en fait de dire que vous êtes dans un bloc et qu'il faut utiliser en fait, il faut rester, enfin, je veux dire, il faut exécuter ce code
le code qui est indenté, qui est dans ce bloc-là. Donc, while condition, c'est-à-dire tant que la condition est vraie et renvoie toujours true, tant que la condition renvoie true, donc vous exécutez ce bloc de code qui est indenté en fait. Donc, c'est ça. While condition, deux points, bloc de code à exécuter tant que la condition est vraie. Donc, c'est ça la syntaxe basique de la boucle while. Donc, dans cette structure, condition est une expression booléenne. C'est ce que je disais. Donc, la condition, le mot condition ici que j'ai mis, c'est une expression qui est booléenne en fait. Et on a vu les expressions booléennes, ça dit ça renvoie soit vrai, soit faux. Imaginez, donc dès le début, si je fais while condition et qu'il évalue la condition booléenne et que ça donne false, bah, il ne va rien exécuter directement. Donc, si dès la première évaluation, ça renvoie false, il ne va rien exécuter. Mais si la condition, dès la première évaluation, ça renvoie true, il va exécuter le bloc une fois. Et ensuite, il va revenir voir, est-ce que la condition est toujours vérifiée? Donc, il va voir si c'est vérifié, il va exécuter une deuxième fois et ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, tant que cette condition est vraie, le bloc à l'intérieur de la boucle while est exécuté de manière répétée. Lorsque la condition devient fausse, l'exécution de la boucle s'arrête et le programme passe à l'instruction suivante après la boucle. Voilà. Et l'exemple que j'ai donné ici. Donc, afficher, ici, ce qu'on veut faire, c'est afficher à l'écran les nombres de 1 à 5. Donc, je vais afficher 1, ensuite 2. C'est possible. Je peux mettre avec la fonction print, ce que je peux faire, je peux dire print 1, print 2, print 3, print 4, print 5. Ça va m'afficher 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien, c'est même très bien. Mais on ne veut pas répéter en fait à chaque fois print, 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 print. C'est fastidieux et en programmation d'ailleurs, à partir du moment où on répète des instructions, ça devient mauvais en fait. Donc, c'est une mauvaise pratique. Donc, voilà. Donc, pour afficher, imaginez, et là même c'est 5, imaginez je vais afficher 1 de 1 jusqu'à 1000 à l'écran. Donc, est-ce que je vais écrire print 1, 2, print 1, print 2, print 3, print 4 jusqu'à print 1000? C'est pas possible. Je peux pas m'asseoir et écrire ça tout simplement. Donc, ce que je vais faire ici, je vais utiliser une boucle while avec une condition bien spécifique. Là, ce que je veux faire, je vais afficher les nombres de 1 à 5. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, tu m'affiches à chaque fois un nombre et tant que ce nombre n'a pas encore atteint 5, tu l'affiches. Mais, bien sûr, c'est quoi ce nombre? Ce que je dois faire en fait, je dois faire ce qu'on appelle une initialisation. L'initialisation, c'est quoi? C'est-à-dire, je donne la première valeur du nombre. Donc, ici, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai dit nombre égale 1. C'est-à-dire, la valeur initiale, sa première valeur, c'est égal à 1. Qu'est-ce que je fais? Parce que je vais afficher de 1 jusqu'à 5. Donc, la première valeur qui doit être affichée, c'est 1. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je mets tant que la valeur est plus petite que 5. Pour l'instant, la valeur, c'est 1. Bien sûr, 1 est plus petit que 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Il va m'afficher le 1. Parce que 1 est plus petit que 5. Il va vérifier, est-ce que 1 est plus petit que 5? Donc, bien sûr, c'est plus petit. Donc, il va m'afficher le 1. Il va l'afficher ici. Ensuite, ici, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est ce que j'appelle, vous vous rappelez très bien de cette opération-là. Alors, je branche mon PC parce qu'il veut se faire. Si vous vous rappelez très bien de cette opération, je vous en ai parlé. Donc, cette opération, le plus égal, c'est l'opérateur. Est-ce que quelqu'un peut me le rappeler? On a parlé de ça en détail la dernière fois lorsqu'on a vu l'arithmétique en fait de Python. Quelqu'un se souvient? Cet opérateur-là, le plus égal. Personne? Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui. C'est l'opérateur d'incrémentation. Exactement, merci. Exactement, c'est ça, l'opérateur d'incrémentation. Et je vous ai dit la dernière fois, l'incrémentation, en fait, ça permet juste de changer la valeur d'une variable, soit de 1, soit de 2, en tout cas d'une certaine valeur, en fait. C'est-à-dire, on peut ajouter, retrancher. Ça peut être incrémentation, décrémentation, comme vous voulez. Mais là, j'ai utilisé plus égal, qui est l'opérateur d'incrémentation. Alors, ce que je vais faire, imaginez, j'ai oublié cette ligne-là. Oubliez cette ligne et notre objectif, c'est d'afficher les nombres de 1 jusqu'à 5. On est d'accord. La première valeur du nombre, c'est 1. Et je vérifie. Donc, tant que le 1, donc premièrement, le 1 est plus petit que 5. J'affiche 1. D'accord. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il va revenir, il va vérifier encore, est-ce que la valeur, puisque c'est une boucle, donc
Il va venir encore vérifier, est-ce que 1 est plus petit que 5? Bah oui, c'est plus petit que 5. Il va afficher 1. Donc, en fait, s'il n'y a pas quelque chose pour changer la valeur de nombre, bah, il va rester à 1 indéfiniment. Donc, et à chaque fois, il va vérifier. En fait, c'est ce qu'on appelle une boucle infinie. On va parler de ça plus bas. Donc, en fait, il faut à un moment ou à un autre dans la boucle, dans l'exécution de la boucle, changer la valeur de nombre pour passer de 1 à 2. Parce qu'on veut afficher 1, 2, 3, 4, 5. Donc, bah, si je garde 1, il va afficher le 2 ensuite. Donc, la raison pour laquelle j'ai mis cette ligne, euh, alors, je dois désactiver ces notifications-là. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette ligne-là, nombre plus égale 1. Donc, on revient, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, la valeur de nombre, c'est 1. Il va vérifier, est-ce que nombre est plus petit que 5? Oui, 1 est plus petit que 5. Il affiche 1. Donc, il affiche tranquillement. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il incrémente la valeur de nombre et ça devient 2 maintenant. Ensuite, il va vérifier, est-ce que 2 est plus petit que 5? Oui, 2 est plus petit que 5. Il va afficher 2. Et il va incrémenter le 2. Donc, nombre devient 3. La valeur de nombre devient 3. Il va revenir. Est-ce que 3 est plus petit que 5? Oui. 3 est plus petit que 5. Il va afficher 3 et il va incrémenter. Donc, ensuite, ça devient 4. Est-ce que 4 est plus petit que 5? Oui. 4 est plus petit que 5. Il affiche 4. Il incrémente. Ensuite, on vient à 5. Est-ce que 5, mais ici, attention, c'est inférieur ou égal. Est-ce que 5 est plus petit ou égal à 5? Oui, 5 est plus petit ou égal à 5. Il va afficher 5 et il va incrémenter 5. Et là, maintenant, on est à 6. Il va venir vérifier, est-ce que 6 est plus petit ou égal à 5? Non. Et à partir du moment où ça va renvoyer false, parce que 6 inférieur ou égal à 5, ça renvoie false, ça renvoie pas true. Donc, tant que ça renvoie false, la boucle se casse. Donc, on sort directement de la boucle, en fait. Et si, par exemple, il y avait des instructions ici, s'il y avait instruction, je sais pas moi, instruction continue, voilà, s'il y avait d'autres instructions ici, il va continuer ses instructions tranquillement. Donc, c'est ça, c'est comme ça que fonctionne une boucle while. Donc, à chaque fois, il va vérifier une condition. Si la condition est vérifiée, il exécute la boucle, il revient, il vérifie encore. Tant que la condition est vérifiée, ça va marcher. Mais à partir du moment où il rencontre une condition qui renvoie false, donc c'est-à-dire qui n'est pas vérifiée, il sort de la boucle, il ne va pas exécuter, il continue les instructions qui sont pas indentées, donc qui ne sont pas dans le bloc de la boucle while. Donc c'est ça. Alors un deuxième exemple pour comprendre en profondeur la boucle while, c'est ça. Dans cet exemple, la boucle while affiche les nombres de 1 à 5 en augmentant la valeur du nombre à chaque itération. C'est ça. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Dans un premier temps, je vais demander à l'utilisateur, on n'a pas encore vu ça, bon, c'est l'occasion, ça sera l'occasion de voir ça. Ce que je vais faire en fait, c'est quoi? Au lieu d'hardcoder, c'est-à-dire de fixer la valeur de la variable, je vais demander à mon utilisateur de rentrer la valeur qu'il veut. Bon, l'utilisateur ici, c'est moi-même, c'est pas grave. Je vais lui demander de rentrer la valeur qu'il veut, donc un nombre positif en l'occurrence. Et qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ok, tant que le nombre est négatif, parce que je veux qu'il rentre un nombre qui est positif. Et je vais vérifier, est-ce que le nombre qu'il a rentré, c'est négatif ou positif? Et tant que c'est un nombre qui est négatif, c'est-à-dire qui est inférieur ou égal à 1, je vais dire, non, monsieur, il faut rentrer un nombre positif. Et voilà, donc je l'exécute rapidement, vous allez voir. Donc ici, j'ai exécuté le truc. Donc la première ligne, c'est quoi? Regardez ce que je fais ici. J'ai utilisé une fonction qui s'appelle input. Input, entrer un nombre positif. Regardez ce qu'il m'a donné juste en haut là. Parce que là, j'utilise un Jupyter, un notebook Jupyter, l'entrée c'est ici, mais normalement ça doit être dans le terminal. Si tu utilises un fichier Python classique .py, c'est pas grave. Donc ici, il me dit entrer un nombre positif. C'est le même message là. Regardez, entrer un nombre positif. Donc entrer un nombre positif. Donc je vais dire, j'entre par exemple où est moins même dans mon clavier, moins 10. Voilà, je fais moins 10. Regardez ce qu'il va me faire. Donc, j'ai rentré moins 10 et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas accepté. Par exemple, je rentre 10 par contre. Là, il me dit, le nombre doit être... oui, ça, c'est l'autre. Donc, dans le premier cas, en fait, il a dit, le nombre doit être positif. Et maintenant, parce que j'ai rentré moins 10 premièrement, il m'a dit, non, le nombre doit être positif.
Ensuite, j'ai rentré 10. Il m'a dit, vous avez entré le nombre 10. En fait, ce que j'ai voulu démontrer à travers ce code-là, c'est quoi? C'est l'exemple des formulaires que dont je vous ai parlé tantôt. C'est-à-dire, dans certains formulaires, vous allez voir, ils n'acceptent qu'un certain type de valeur. Par exemple, on vous demande de rentrer un numéro de téléphone, vous n'avez pas le droit de rentrer votre nom dans ce champ-là. C'est pas logique. Donc, c'est un peu pareil. Ou bien, on vous demande de rentrer la somme, la valeur de l'argent. Donc, par exemple, des dirhams. Donc, il n'y a pas de dirhams négatif. Donc, ils vont, c'est-à-dire derrière, au niveau du back-end de l'application, ils vont vérifier, ils vont s'assurer que vous ne mettez pas des valeurs qui sont absurdes ou erronées, en fait. Donc, c'est ce que fait un peu ce code-là. Je décrypte ça avec vous pour ceux qui ne l'auront pas compris. Donc, dans un premier temps, regardez, j'enlève ça. Regardez, je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Regardez, cette première ligne, le nombre. Cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je fais input. La fonction input, ce qu'elle permet de faire tout simplement, c'est de prendre une valeur au niveau, à partir de l'utilisateur. C'est-à-dire, je vais demander à l'utilisateur de me rentrer une valeur et cette valeur que je vais rentrer sera affectée à la variable nombre ici. Donc, input, c'est comme son nom l'indique. Input, c'est entrer. Donc, entre une valeur. Et ici, le message que j'ai affiché. Alors, input, je peux l'utiliser sans rien mettre dedans. Donc, sans rien mettre. Donc, input ici, regardez, je l'exécute. Donc, vous voyez, mais il n'a pas affiché de message. Là, c'est un message de VS Code qui me dit press enter to confirm your input or escape to cancel. Donc, ça, c'est juste un message de VS Code. Mais là, en principe, je peux utiliser input, c'est une fonction prédéfinie dans Python qui permet juste de rentrer, de recevoir un message à partir de l'utilisateur. Donc, par exemple, je peux mettre 100 ici, comme je veux. Voilà, voilà. Ça, c'est pas grave. Mais regardez ce que j'ai fait. Quand j'ai fait ça, alors je remets mon message. Je remets quand même mon message. Je mets le message en fait parce que si vous ne mettez pas de message, l'utilisateur ne sait pas ce qu'il va rentrer. Donc, il ne sait pas à quoi s'attendre en fait. Là, il va peut-être voir le pop-up, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, on met le message pour indiquer à l'utilisateur qu'il doit rentrer un nombre ici. Ok, là maintenant, je sais que je dois rentrer un nombre positif. Maintenant, je mets quand même mon nombre positif. Vous voyez, j'ai une erreur. Pourquoi j'ai cette erreur? Parce que je vous l'ai dit, on va le voir, le input. Je ne sais pas c'est dans quel chapitre, parce qu'on doit voir en fait les fonctions prédéfinies dans Python. On va voir un certain nombre de fonctions prédéfinies, mais dans tous les cas, oui, on va voir, oui, on va les voir. Donc ici en fait, le problème c'est pas un problème, c'est comme ça, c'est disons une convention. Le input, quand il prend quelque chose, par défaut, c'est du string, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères. Donc c'est-à-dire quand vous mettez 100, il va considérer 100 non pas comme un chiffre, comme le chiffre 100 en fait. Il ne va pas le considérer comme le chiffre 100, mais il va le considérer comme la chaîne de caractères 100. Vous voyez, je le mets là. Il va considérer ça comme la chaîne de caractères 100. Et ça, je vous ai dit, si vous vous rappelez très bien, moi je me souviens très bien, lorsqu'on voyait en fait la syntaxe, les bases dans l'introduction, je vous ai dit, ça c'est différent, c'est carrément différent de ça. Et je vous avais même demandé pourquoi selon vous c'est le cas. Donc quelqu'un avait répondu, je me rappelle de ça. Donc ce 100 c'est différent de ça. Et en fait c'est le comportement par défaut de input comme ça. Donc quand vous utilisez input, attendez-vous, quel que soit ce que vous allez mettre, attendez-vous à ce que lui il considère ça comme une chaîne de caractères. Et en fait c'est la raison pour laquelle j'avais mis ici int donc de input. Donc le int de input, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le 100 et il va convertir ça automatiquement en un entier. Donc parce qu'on s'attend à un entier en fait. Voilà. Parce que sinon, si vous gardez le 100, à un moment vous allez utiliser, bon, on va utiliser le while après, vous allez dire, est-ce que la chaîne de caractères 100 est plus petite que 0? Vous ne pouvez pas comparer une chaîne de caractères avec un entier, c'est pas possible. Donc raison pour laquelle ce qu'on fait ici, on fait une conversion, on convertit la chaîne, j'en ai parlé, je me souviens, on convertit la chaîne de caractères en entier dans un premier temps. Ensuite on peut faire le traitement ensuite. Ok, donc ça c'était, je pense que c'était juste la partie la plus compliquée. Peut-être input c'est peut-être nouveau pour certains. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Le while, je dis est-ce que, non, c'est pas est-ce que, je fais tant que le nombre entré par l'utilisateur est négatif, c'est-à-dire est inférieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? J'affiche le nombre doit être positif. Et ensuite, je fais nombre égale int input et je lui dis, donc je l'affiche, le nombre doit être positif et je lui redemande de rentrer un autre nombre qui n'est pas positif en fait. En fait,
si vous remarquez bien, ce que j'ai fait, c'est quoi? Vous vous rappelez ce qu'on a eu à faire ici? J'ai fait une initialisation de nombre. Ensuite, je suis rentré dans ma boucle et j'ai dit, j'affiche le nombre, j'incrémente. C'est un peu la même philosophie, sauf que cette fois-ci, je n'initialise pas un nombre, mais j'initialise en fait le... Oui, en fait, j'initialise la variable, mais avec la variable que l'utilisateur va rentrer. Donc, c'est-à-dire ici, je ne sais pas à l'avance quel sera le nombre, je ne sais pas à l'avance qu'est-ce que l'utilisateur va rentrer, je ne sais pas quel est le comportement de l'utilisateur. Donc, j'initialise d'abord le nombre avec ce que l'utilisateur va rentrer et je vais voir dans un premier temps, est-ce que c'est positif ou négatif? Si il rentre un nombre négatif, je vais lui dire non, monsieur, le nombre, monsieur ou madame, le nombre doit être positif. Et je lui redemande directement dans la boucle, rentre un nombre positif en fait. Et à partir de là, à partir de ça, donc une fois qu'il rentre, qu'il est entré dans cette boucle-là, tant qu'il ne met pas un nombre qui est positif, il ne va plus en ressortir en fait. C'est ça. C'est-à-dire, tant qu'il met des nombres négatifs, il est dans la boucle, c'est comme s'il est dans un cercle vicieux, il ne va plus jamais ressortir. C'est ça. On peut essayer, regardez. Je mets moins, je sais pas moi, moins 12. C'est-à-dire là, tant qu'il ne met pas, je sais pas, tant qu'il ne met pas un nombre positif, là, il va pas sortir en fait de la boucle. Vous voyez? Donc le nombre doit être positif, je mets 23. Il me dit à chaque fois le nombre doit être positif. Donc pour sortir, je dois forcément mettre un nombre qui est positif. Donc voilà, ça vous montre un peu l'intérêt d'utiliser les boucles. C'est beaucoup utilisé, surtout pour ceux qui font un peu de back-end, programmation back-end, ce genre de truc là, c'est assez utile pour s'assurer en fait que les gens ne font pas du n'importe quoi sur les sites web. Anyway, donc là vous avez compris, c'est assez clair. Alors dans cet exemple, la boucle où, et regardez là, j'ai le message juste après la boucle. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Donc une fois que tu sors de la boucle, il va afficher enfin le nombre positif que tu as mis. Ok, donc la boucle while demande à l'utilisateur de saisir un nombre positif. Tant que l'utilisateur entre un nombre négatif ou bien 0, la boucle continue de demander à l'utilisateur de saisir un nombre positif. Enfin, on va en parler. Je vous ai teasé un peu les boucles infinies. Et je pense que vous avez pu le remarquer même à travers cet exemple qu'on vient juste de faire. Donc, c'est-à-dire, à partir d'un moment, tant qu'il met un nombre négatif, il ne va jamais sortir de la boucle. En fait, ça, c'est pas encore une boucle infinie. Dans certains cas, notamment dans le cas du premier exemple, je vous ai dit, à un moment, si je ne mettais pas, en fait, le nombre, l'incrémentation, donc si je ne mets pas, si je ne change pas la valeur du nombre à un moment ou à un autre, c'est-à-dire, à chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai initialisé le nombre par 1. À chaque fois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander, est-ce que 1 est plus petit que 5? Et il va afficher 1. Est-ce que 1, je peux tester, regardez. Regardez, il m'affiche que des 1 indéfiniment. Donc, j'arrête pour ne pas me créer des problèmes. Vous voyez, là, tant que j'ai... Parce que je ne change pas la valeur de nombre. Donc, j'ai mis nombre égal à 1 et je dis, OK, à chaque fois que 1 est plus petit que 5, affiche 1. Bah, 1 est toujours plus petit que 5. Ça ne va jamais changer tant que tu ne changes pas la valeur de nombre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, en jargon informatique, une boucle infinie. Alors, je remets ça pour que quelqu'un ne fasse pas ça. Alors, donc voilà. Donc, lorsque vous utilisez une boucle while, assurez-vous toujours que la condition finira par devenir fausse à un moment donné. Toujours. Donc, sinon, vous risquez de créer une boucle infinie, ce qui entraînera le blocage de votre programme. Voilà, c'est ça. Donc, ici, j'ai donné l'exemple, c'est celui que je viens de vous montrer. Par exemple, si vous oubliez d'incrémenter la variable dans une boucle while, la condition restera vraie indéfiniment et votre programme continuera à s'exécuter sans fin. Donc, je pense que ça, c'est clair. Jusque-là, la boucle while, en fait, c'est la boucle la plus compliquée. Je ne sais même pas pourquoi j'ai commencé par ça. Anyway, je pense que c'est clair jusque-là. Est-ce que tout le monde a compris? Wahabou, tu as une question? Je vois que tu as levé la main. Ok, ok, ok. Donc, c'est clair jusque-là. Tout le monde a suivi. Ok, très bien. On continue avec maintenant la boucle for. Alors, lui, c'est le cousin, pas trop éloigné quand même, le cousin proche de la boucle while. Et je vous disais tantôt, au début, si vous vous souvenez, bon, pas tellement au début, juste à côté là, donc lors de la définition d'une boucle, je vous ai dit, en fait, la boucle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de répéter un bloc d'instructions
soit un certain nombre de fois, c'est-à-dire on connaît le nombre de fois dont on veut exécuter le bloc d'instruction. Donc, soit on connaît le nombre de fois, soit on ne connaît pas, donc on va s'appuyer sur une condition. Et lorsqu'on s'appuie sur une condition, on va utiliser le while. Mais il y a des fois où on connaît déjà combien de fois on veut exécuter le bloc. Donc là, dans ce cas-là, c'est le cas le plus simple. Donc on utilise directement une boucle for. Donc au lieu de s'appuyer sur une condition incertaine. Donc la boucle for, ce qu'elle permet de faire, alors ce que je veux dire ici, en fait, je veux pas vous mélanger. Parce que là, ce que j'allais dire, ça va revenir au range. C'est pas grave. Donc, la boucle for, ce qu'elle permet de faire, c'est quoi? Elle permet de parcourir une séquence. Ça peut être une liste, une chaîne de caractères, en tout cas un itérable. On va parler des itérables plus loin. Euh, on va parler des itérables dans ce chapitre-là. Voilà, les structures de données, on va en parler. C'est même pas, je voulais peut-être dû mettre ça avant ça, c'est pas grave. Euh, donc, ce que je veux dire ici, donc avec la boucle for, en fait, la boucle for, elle permet de parcourir une séquence, quelle que soit la séquence. Ça peut être une liste, un tuple, une chaîne de caractères, un itérable. Et elle va exécuter un bloc d'instructions pour chaque élément de cette séquence. Vous vous rappelez de l'exemple du début. Donc, envoyer un message de bonne fête de fin d'année, bonne et heureuse année 2026 à ma liste de contacts. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défini une liste de contacts, 10 contacts. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parcouru en fait chaque contact. J'ai dit, ok, premier contact, Roland, je t'envoie bonne fête, bonne et heureuse année 2026. Deuxième contact, je sais pas, Jean, je t'envoie bonne et heureuse. Ainsi de suite. Donc, je parcours chaque contact et je lui envoie le message de mes souhaits. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est la même chose. C'est exactement ce que fait la boucle for. Donc, elle va parcourir un certain nombre d'éléments et faire le traitement ou exécuter un bloc de code, un bloc d'instruction donnée. Donc, et cela facilite le traitement d'ensemble de données structurées et la réalisation d'opérations répétitives sur chaque élément de la séquence. La syntaxe de base, bon, on l'a vu brièvement entre-temps. Donc, pour élément, donc on utilise for. Cette fois-ci, for, c'est comme en français, c'est pour, hein, pour chaque élément dans. Donc, for element in sequence, c'est-à-dire pour chaque élément dans la séquence ou dans la liste, dans la chaîne de caractères. Parce que il faut le savoir, une chaîne de caractères, c'est constitué d'éléments. Donc, par exemple, là, un mot permet, c'est constitué de P, E, R, M, E, T. Donc, c'est des éléments. Tu peux parcourir ces éléments-là en Python. Donc, pour chaque élément dans la séquence, donc, je fais quelque chose. Donc, j'exécute un bloc de code. Disons ça comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je dis là? Dans cette structure, élément, c'est une variable. Et cette variable, en fait, là, c'est ce qui vous montre clairement, en fait, pourquoi on appelle ces trucs-là des variables. Parce que là, ils changent. Élément, le élément ici, dans la syntaxe que j'ai donnée ici, élément, c'est une variable qui, en fait, va prendre successivement la valeur de chaque élément dans la liste, bon, dans la séquence. Séquence, j'ai mis séquence ici, c'est un mot global pour dire ça peut être une liste, ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un itérable, etc., etc. Donc, mais élément ici, c'est une variable qui n'est pas fixe parce que ça va prendre successivement. Par exemple, dans ma liste de contacts, ça va d'abord prendre le nom du premier contact, nom du deuxième contact, etc., ainsi de suite. Donc, le bloc de code à l'intérieur de la boucle for est exécuté pour chaque élément de la séquence, bien sûr. Et alors, avant de voir un exemple avec cette boucle for là, donc on va faire une rapide comparaison avec la boucle qu'on vient de voir, qui est la boucle while. Donc, comparaison avec la boucle while. Contrairement à la boucle while, où vous l'avez très bien vu, où vous allez spécifier une condition à vérifier. Donc, vous allez spécifier une condition, bien sûr, qui à un moment doit ne pas être vérifiée. Donc, la boucle for, elle est utilisée lorsque vous devez itérer en fait une séquence qui est connue à l'avance. Par exemple, ma liste d'amis. Ma liste d'amis, elle est connue à l'avance. Donc, j'ai pas besoin de spécifier une condition. Je connais déjà, j'ai ma liste qui est bien prédéfinie. Donc, je parcours chaque élément de cette liste-là et j'effectue quelque chose. Donc, j'envoie par exemple un message. Et aussi, la boucle for, c'est en fait, c'est le plus important ici. La boucle for est utilisée lorsque vous avez besoin de parcourir
chaque élément d'une séquence de manière séquentielle. Donc, c'est-à-dire l'un après l'autre, au fur et à mesure, en fait. Et bien sûr, ça, c'est sans avoir besoin de gérer manuellement un compteur d'itération. Pourquoi je dis ça? Peut-être pour ceux qui n'ont pas compris ou pour ceux qui ne l'ont pas remarqué dans... dans la boucle while, regardez, j'ai besoin en fait de maintenir une variable. En fait, c'est ce que je vais appeler ici, c'est ce qu'on appelle un itérateur. L'itérateur, c'est lui qui permet en fait de changer. En fait, c'est sur lui que la condition est effectuée ici, vous voyez? Et à chaque fois, je dois changer sa valeur. Et souvent, les gens ont tendance à oublier en fait d'incrémenter. Ça conduit à des boucles infinies. Donc, souvent, quand vous connaissez déjà le nombre de fois ou bien vous avez la liste que vous voulez itérer, donc vous pouvez tout simplement utiliser le for et vous n'avez pas besoin en fait de maintenir à chaque fois d'incrémenter la valeur de l'itérateur. Donc, ou ce que je vais appeler, ce que j'ai dit ici, le compteur d'itération. C'est la même chose. Donc, par exemple, la boucle for est idéale pour parcourir les éléments d'une liste ou les caractères d'une chaîne de caractères, tandis que la boucle while est plus adaptée lorsque vous devez répéter une séquence d'instructions tant qu'une condition donnée est vraie. C'est ça, c'est la différence fondamentale entre les deux types de boucles. Donc, la boucle for, elle est idéale. Il y a quelque chose que j'ai même pas dit ici, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit. La boucle for est idéale lorsque vous avez besoin de parcourir les éléments d'une liste. C'est-à-dire vous avez une liste prédéfinie, par exemple une liste d'amis, donc, et vous voulez en fait parcourir cette liste-là pour faire quelque chose, envoyer un message par exemple. Mais un autre cas aussi où la boucle for est intéressante à être utilisée, c'est quand vous avez en fait, ah oui, je sais pourquoi je ne l'ai pas dit, parce que je l'ai spécifié dans la fonction range. C'est pas grave. Ok, en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que la boucle for, elle est intéressante à être utilisée lorsque vous connaissez à l'avance le nombre d'itérations que vous avez à faire. Mais c'est pas grave, on va voir ça avec le range. Et la boucle while, elle est plus appropriée, plus intéressante à être utilisée lorsque vous voulez vous baser sur une condition. C'est-à-dire, tant qu'une condition est vraie, fait quelque chose et jusqu'à ce que on rencontre la condition n'est plus vérifiée. Voilà, donc l'exemple pour le deuxième exemple, je ne l'ai même pas inclus. Pas grave. Exemple 1, afficher les éléments d'une liste. Bon, ça c'est simple après ce qu'on a fait en introduction là. Donc, j'ai ici une liste de fruits. Bon, la syntaxe des listes est très simple. Je vous l'ai dit, ne vous en faites pas. De toute façon, on va voir en détail parce que là, j'ai un chapitre. J'aurais peut-être dû en fait mettre ce chapitre-là avant, mais c'est pas bien grave, ne vous en faites pas. Donc, en fait, j'ai un chapitre sur les structures de données, les listes et autres, mais c'est pas grave. Donc, juste une liste, la syntaxe, elle est très simple. J'ai des crochets. Une liste, en fait, c'est juste une séquence d'éléments. Vous voyez ça comme un sac dans lequel je balance des éléments, en fait. Voilà. Dans un ordre, dans un certain ordre. Voilà. Donc, dans cette liste-là, j'ai une pomme, une banane, une orange. Je peux, voilà. En tout cas, c'est une liste de fruits, simplement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais parcourir ma liste de fruits. Donc, je vais parcourir chaque élément dans la liste de fruits et je vais afficher son nom. Donc, je fais pour fruits dans la liste de fruits. Donc, j'affiche fruits. Donc, il va m'afficher pomme, qui est le premier élément, banane, deuxième élément, orange, troisième élément. Simplement. Donc, aussi simple que ça. C'est ce que permet de faire la boucle for. Mais en fait, je vous l'ai dit, je ne mens pas, mais dans la plupart des cas que vous allez voir, les cas d'utilisation de la boucle for, c'est pas forcément. En fait, c'est ce que je veux dire, vous n'allez pas vous-même définir. Vous n'allez pas vous-même définir la liste. Imaginez, donc je vous donne un exemple très simple pourquoi je dis ça. Imaginez, vous voulez afficher, voilà, imaginez vous voulez afficher les nombres de 1 à 1000 en utilisant la boucle for. Avec while, c'est très simple dans ce cas. Ça dit, avec while, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous donne l'exemple et ça va introduire directement pour cette fonction-là, la partie suivante. Imaginez, je veux afficher, regardez, afficher les nombres de 1 à 1000. Donc, à 1000. Bon, 1000 c'est trop, 100. De 100 avec, donc je vais faire d'abord avec while. Avec while, c'est vraiment très simple. Je vais initialiser d'abord nombre, comme ce qu'on a fait en haut en fait. Je vais initialiser nombre dans un premier temps. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? While, donc while number.
Et c'est comme jusqu'à 100, non? Donc, ce que je vais faire, while nombre est plus petit ou égal à 100, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais juste afficher le nombre, donc simplement. Donc, nombre. Bon, je ne vois même pas qu'il me propose. Et je fais nombre plus égal à 1. Donc, ça, c'est assez facile. Donc, vous voyez, il va m'afficher 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. C'est très bien. Avec le while, c'est très facile. En juste combien? 1, 2, 3, 4 lignes de code, il m'affiche ça tranquillement. Mais, regardez, si je veux faire la même chose avec une boucle, parce que les boucles, en fait, for et while font la même chose. Ce sont des boucles, c'est deux types de boucles. Juste la différence, c'est que l'utilisation, souvent, il est plus approprié d'utiliser while par rapport à for. Souvent, il est plus approprié d'utiliser for par rapport à while. Et c'est, en fait, je vais vous montrer pourquoi. En fait, ce que je veux dire, à quel moment utiliser for par rapport à while. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit ça, je vous ai parlé de ça. Donc, le while, le for, dans un premier temps, il est plus approprié quand vous avez une liste qui est prédéfinie. Ou bien, vous savez déjà combien de fois vous voulez itérer. Ou bien, le deuxième cas, c'est lorsque, avec while, c'est quand vous avez une condition. Vous voulez vous baser sur une condition. Par exemple, ici. Donc, tant que le nombre est plus petit que 100, vous allez faire quelque chose. Mais ici, vous voyez, là, quand même, j'ai le n. Donc, bon, je veux afficher les nombres de 1 à 100. J'ai un nombre fixe d'itération. C'est-à-dire, j'ai 100 itérations. Je vais afficher 1, 2, 3, 100 fois. Je sais déjà ça. Mais, comment je vais le faire? Avec while, en principe, pour faire ça, je vais copier la même chose ici. Avec for plutôt. Avec while, c'est simple. Avec for, j'espère qu'il bon, il m'introduit déjà ça. En fait, normalement, je dois écrire une liste de nombres. Donc, je vais écrire une liste de nombres. Je dois créer une liste de nombres, en fait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire 1, 2, exactement, c'est ça. 3, 11, 12. Donc, en fait, le problème en fait, c'est ça. C'est-à-dire, si je veux, pardon, 12, 21. Bon, je m'arrête comme ça. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire pour chaque nombre, dans la liste de nombres, j'affiche nombre. Regardez, il va faire la même chose. Mais le problème, regardez, j'ai eu à écrire, et là même, je me suis arrêté à 40, je ne me suis pas cassé la tête. Bon, là quoi. Heureusement qu'il y a l'IA pour autocompléter ça. Parce que même moi, j'allais pas avoir le courage de l'écrire en entier. Voilà. Là, j'ai ma liste de 100 nombres et que je vais afficher. C'est bien. C'est même très bien. Et ça même, c'est 100. Imaginez 1000, imaginez 10 000, imaginez 100 000. Donc là aussi, ça devient fastidieux. Et d'ailleurs, on utilise les boucles pour éviter ce genre de choses-là. Et là, ça nous introduit automatiquement, directement à une fonction utilitaire, une fonction qui est très importante au cœur également de ce langage de programmation-là, qui est la fonction range. La fonction range, en fait, elle va nous permettre, elle va nous éviter d'écrire ce genre de choses-là. Donc, range, c'est pour dire, en français, c'est quoi? Range, je pense c'est écart ou quelque chose comme ça. Bon, c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout traduire en français. Donc, la fonction range, c'est une fonction qui est native en Python, qui est intégrée en Python. Et ce qu'elle permet de faire, c'est quoi? Elle va tout simplement générer une séquence de nombres. Donc, par exemple, ce que j'ai fait, j'ai écrit une séquence de nombres dans une liste. Donc, le range, elle va nous permettre tout simplement de générer une séquence de nombres, mais flexiblement. C'est-à-dire, c'est à moi de préciser, c'est-à-dire le début de la séquence, la fin de la séquence, le pas de la séquence. On va voir tout ça. C'est quoi le pas, c'est quoi le début, la fin. Bon, assez simple, mais bon. Donc, elle est souvent utilisée en conjonction avec la boucle for pour spécifier ce qu'on appelle une plage. Voilà, c'est ça. C'est le bon mot d'ailleurs même qui pourrait, qui en fait qui se rapproche plus à range en français. Donc, une plage de valeur. Donc, une plage d'itération. Et cette fonction, elle est, comme je l'ai dit, elle est extrêmement utile lorsque vous devez itérer sur une séquence de nombres de manière séquentielle. Et c'est l'exemple parfait en fait qui est là. Donc ici, vous avez besoin d'itérer 100 fois, donc sur 100 valeurs. Vous n'allez pas vous asseoir et écrire 1, 2, 3, 4, 100. Donc d'autant plus si c'est 1000 ou 10 000, vous n'allez pas vous asseoir et écrire 1, 2, 3 jusqu'à 1000. Ce que vous allez faire, vous allez utiliser la fonction range. Range, c'est une fonction.
ça prend des paramètres. On n'a pas encore vu les fonctions, mais quand même, vous avez utilisé certaines fonctions comme print, qui est intégré dans Python, int, des fonctions, je sais pas moi, pour transformer float et tout ça. Vous avez déjà une idée de ça. Une fonction, elle prend des paramètres. Et range, il prend principalement trois paramètres. On va pas les voir en même temps. Step by step, vu qu'on n'a pas vu les fonctions, je vais d'abord vous montrer le premier paramètre, le deuxième, ensuite le troisième. On commence donc avec différents exemples, pas des exemples, mais différentes façons d'utiliser le range. La première façon, avec un exemple qui est concret. Donc, voici quelques exemples illustrant différentes façons d'utiliser la fonction range avec les boucles en Python. Premièrement, donc, on utilise range pour générer une séquence de nombres. Ici, regardez ce que j'ai fait. J'ai dit, d'ailleurs, avant même d'utiliser ça avec boucle, j'ai envie en fait de vous montrer quelque chose. Imaginez, j'écris juste range. Je suis aussi curieux de savoir ce qu'il va me donner. En fait, je pense qu'il va me donner un itérateur. C'est ça, donc il va rien me donner en fait. Alors, je vais faire liste. En fait, c'est plutôt ça. Je vais faire ça. Type de range. Range 10. Il va me donner. Il me donne range. Ah ouais, ça m'étonne. Je pensais qu'il allait me donner un objectif itérateur. C'est pas grave. Ok, c'est pas bien grave. On revient là. Donc, l'utilisation avec le for. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai mis range 5. Range 5, qu'est-ce qu'il va me donner? Et si vous regardez en fait au niveau de l'image que j'ai incluse ici, ils ont dit, bon, Python range 5, il y a un début, donc star, il y a une fin, stop, et bien sûr, il y a des valeurs. Donc, d'abord, le début, c'est 0, que c'est moi, je vais spécifier. Ici, je ne l'ai pas spécifié parce que c'est dans le deuxième exemple. Donc, je lui ai juste donné cette fois-ci, pour le premier exemple, j'ai juste donné 5. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Le 5, c'est-à-dire, ce qu'il va faire, c'est comme s'il va générer une liste avec 5 éléments dans la liste. Et vous savez, en Python, on commence toujours par 0. Je vous ai parlé de ça dès la première séance. Donc, il va commencer 0, 1, 2, 3. C'est comme s'il va générer une liste, en fait, une liste d'éléments. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Pourquoi 4? Mais il va s'arrêter à 4, en fait. Bien qu'on ait spécifié 5, c'est-à-dire, il veut générer 5 éléments. Mais on commence à 0. Donc, 0 est compté. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Ça fait 5 éléments en fait parce que j'ai commencé à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Si j'affiche ça, je fais print i. Donc, j'utilise la boucle for et je parcours en fait les éléments que range va me générer. Je dis pour i in range 5, pour chaque élément dans ce que range va me générer, dans les 5 éléments que range va me générer, j'affiche i. Et voici ce qui me donne 0, 1, 2, 3, 4. Il s'arrête à 4. Et ça, c'est l'une des propriétés du range, de Python même d'ailleurs. Vous allez voir ça partout, quelle que soit la bibliothèque que vous utilisez, NumPy, Pandas et tout ça. Donc à chaque fois, il va commencer à 0, mais il ne va jamais atteindre le dernier élément. Et d'ailleurs, la figure ici, si vous le remarquez, ou si vous l'avez remarqué, ça illustre ça. En fait, je vais revenir à la figure pour vous expliquer en fait pourquoi il y a début, fin, c'est pas grave. Mais juste en fait, ici, déjà, ça vous montre que le 5, le dernier élément, est exclu en fait du résultat de range, bien que tu spécifies 5 ici. Ça, c'est l'utilisation la plus simple, la plus basique. Donc là, ce qu'on a fait, on a donné un élément, un seul, en fait, pas un élément, une variable, pas une variable, pardon, un paramètre pour la fonction range. Donc, parce que je vous l'ai dit, la fonction range prend 3 paramètres. Elle prend 3 paramètres, mais là, on a juste utilisé un seul paramètre. Et ce paramètre-là, c'est le paramètre qui spécifie la fin. Si on met un seul élément, c'est la fin. Donc, c'est-à-dire, je m'arrête à 5. Bon, bien sûr, ça sera à 4. Mais bon, vous allez comprendre. Ne vous en faites pas. Regardez le deuxième exemple. Dans cet exemple, range, bon, ça, c'est juste une explication de ce que j'ai fait en haut. Dans cet exemple, range 5 génère une séquence de nombres de 0 à 4 exclusivement. Est-ce que c'est correct? C'est 0 à 5 exclusivement en fait. Non, c'est 0 à 5 exclusivement. Donc, c'est-à-dire 0 à 4. Et la boucle for itère sur chaque nombre de cette séquence et va l'afficher. Simplement. Regardez le deuxième exemple. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Cette fois-ci, au lieu d'afficher les nombres de 0 à 1, parce que par défaut, Python commence à 0. Imaginez, moi, je ne veux pas commencer par 0. Je veux par exemple commencer par 2.
Je veux qu'il m'affiche les nombres de 2 à 5. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis for range, donc je parcours chaque élément d'un itérateur, notamment le range ici. Et le range, je vais lui fournir deux éléments. Le premier élément, c'est 2. 2, ici, c'est pour nous dire le début, enfin, le début de l'itérateur ou le début de la liste. Et le 6 ici, c'est la fin. Bien sûr, le 6 ne sera pas inclus, c'est toujours exclu. Le dernier élément en Python est toujours exclu lorsqu'on utilise le range. Donc, je donne le début qui est 2, je donne la fin qui est 6. Bon, 6 avec Python, mais en vrai, c'est 5 quoi. Voilà, et regardez ce qu'il va me donner. Donc, il commence par 2, ensuite 3, ensuite 4 et enfin 5. Donc, il m'affiche les éléments de 2 jusqu'à 5. 6 est exclu. On est d'accord. Ça, c'est le deuxième cas d'utilisation, donc le deuxième exemple de range. Donc, je lui donne un point de départ et une fin. Enfin, dernière utilisation, dernier cas d'usage. Donc, bon, ça, c'est encore une explication. J'ai pris le temps d'expliquer ce que ça fait. Donc, ici, range 2,6 génère une séquence de nombres de 2 à 6 exclusivement. Donc, c'est ce que je disais. Ici, c'est pas 4, mais c'est 5 exclusivement. Je sais pas à quoi je pensais quand j'ai écrit ça. Donc, ici, range 2 à 6 génère une séquence de nombres de 2 à 6 exclusivement. Et la boucle for itère sur chaque nombre de cette séquence et va l'afficher, simplement. Enfin, le dernier exemple avec range, parce que je vous ai dit, rappelez-vous au départ, j'ai dit range prend 3 paramètres, mais on n'est pas obligé de fournir en vrac les 3 paramètres, parce que c'est structuré. En fait, je vais terminer avec ces exemples-là et vous montrer dans la documentation de Python, en fait, comment, on va voir ça, ne vous en faites pas. Je vais vous montrer dans la documentation de Python, en fait, les 3 paramètres que ça prend. Mais d'ailleurs, on va les voir ici. Mais juste, en fait, au cas où je vais vous montrer ça, au cas où vous voulez utiliser une fonction et vous n'êtes pas sûr, en fait, du nombre de paramètres ou bien quel paramètre vient avant l'autre, vous allez le voir, en fait, dans la documentation de Python. Donc, le troisième exemple, là, je vais lui fournir directement les 3 paramètres. Et ces 3 paramètres, c'est le début, donc le début de la séquence, la fin de la séquence, donc le début, la fin, et le dernier paramètre, c'est le pas. Le pas, c'est le pas, c'est ça, le step. En fait, le step, ce que ça fait, imaginez, par exemple, je veux afficher les nombres, imaginez un exemple très simple, je veux afficher les nombres pairs. Les nombres pairs, disons les nombres pairs entre disons, 1 et 10. Les nombres pairs entre 1 et 10, c'est quoi? C'est 2, c'est... Non, disons, je reprends. Disons les nombres pairs entre 2 et 10 au lieu de 1 et 10. Donc, les nombres pairs entre 2 et 10, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 6, j'ai 8. 10 sera exclu. Donc, parce que si je veux, je peux inclure 10. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10. Ne vous en faites pas. Donc, ça, c'est clair. Donc, pour faire ça, je vais modifier slightly mon exemple. Je vais dire, affiche-moi les nombres pairs de 0 à 10 avec un pas de 2. Regardez. Donc, il m'affiche 0, 2, 4, 6, 8 et 10. Pourquoi il affiche 10? Parce que je me suis arrêté à 11 en fait. Si j'avais mis 10, il ne va pas inclure le 10. Vous voyez, il va s'arrêter à 8 en fait. Donc c'est ça. Donc le pas, c'est lui qui va contrôler l'écart entre les différents nombres de la liste. Donc il va dire si tu es à 2, tu passes, tu fais en fait plus 2. Parce que j'ai pris un pas de 2, donc tu fais plus 2 à l'élément précédent, plus 2, plus 2, plus 2. Donc tu as un écart de 2 entre les... Je pouvais par exemple mettre un pas de 4, voilà. Vous allez voir, il m'affiche 0, 4. Donc ici, peut-être, essayons d'aller à 100 par exemple. Vous allez voir, il m'affiche un écart de 4 à chaque fois. Je pense que ça, c'est clair. Donc ça, ce sont les 3 paramètres de la fonction range. Premier paramètre, c'est le départ. Donc, le point de départ. Deuxième paramètre, toujours le point d'arrivée, la fin. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le pas. Donc, l'écart entre les éléments, en fait. Ça permet de contrôler. Ok. Bon, bah voilà. Comme promis, je vous montre rapidement. Non, c'est pas ça. Comme promis, je vous montre rapidement Python doc range. Je vous montre rapidement le truc de range. Alors, la fonction range, elle est où? Elle est là. Bon, regardez. Là,
en fait, la documentation, souvent, ça fait peur lorsqu'on la consulte, mais c'est rien de bien méchant. Regardez, range, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais là, je viens là. Donc, il prend start, il y a trois fonctions, comme je vous l'ai dit, il y a trois fonctions. Là. Il y a la première, je dis trois fonctions, trois paramètres, excusez-moi. Trois paramètres. Le premier, c'est start, qui est le début. Le deuxième, c'est stop, qui est la fin. Et le dernier, qui, entre griffes optionnel, est le step, donc le pas. Voilà. Donc, bon, vous allez voir des exemples ici. Range 0 à 10. Vous voyez, ça donne une liste. 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Le 10 n'est jamais inclus. Le 10 est exclu en fait. Ça dit, le dernier élément, la fin, est exclu toujours. Ou bien, je fais range 1 à 11, donc il va me donner 1 à 10. Ou bien range 0 à 30 avec un pas de 5, oui, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 n'est pas inclus. Ainsi de suite. Bon, ces exemples-là, je garde ça précieusement parce qu'on va voir un cas. Alors, bon, je pense que là, c'est clair jusque-là. Je pense, hein, c'est clair jusque-là. Alors, ici, un dernier exemple, un dernier exemple avec le range. Euh, on n'a pas vu les listes. Peut-être que vous n'allez pas bien comprendre ça. C'est pas grave. Même si vous comprenez pas ça, ne vous en faites pas parce on va revoir cette syntaxe là au niveau des listes, c'est-à-dire l'indexation négative. C'est pas grave si vous n'avez pas compris, mais au moins suivez avec moi. Donc, on a vu trois exemples d'utilisation du range. Dans tous les cas, parce que vous avez vu le pas, dans le dernier exemple que j'ai donné, j'ai toujours donné un pas qui est positif, soit 2, soit 4, etc. Mais il se peut que je veuille, imaginez, au lieu que je veuille afficher 0 à, disons, attendez, je reviens sur mon exemple là, je reviens avec un pas de 2, donc, qu'est-ce qu'il va me faire? Alors, je mets 11, pour que ça soit simple. Donc là, j'ai affiché les nombres pairs entre 0 et 10. Maintenant, cette fois-ci, au lieu d'afficher les nombres, en fait, je veux afficher toujours les nombres pairs de 0 à 10, mais je veux les afficher à l'envers. C'est-à-dire, je vais d'abord afficher 10, afficher 8, afficher 6, afficher 4, afficher 2, afficher 0. Je veux les afficher à l'envers. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Il se peut que j'aie besoin de faire ça. On peut le faire cette fois-ci en utilisant, c'est juste l'inverse en fait. D'abord, c'est-à-dire le début, ça sera 10. Parce que je veux commencer, je veux que le 10 soit le premier. Donc, je veux commencer par 10 et je veux faire ce qu'on appelle une décrémentation. Je veux à chaque fois revenir en arrière. Donc, je commence par 10, je veux finir à 0. Donc, début 10, fin 0. Mais le pas, comment je vais le faire? Parce que je veux quitter 10 à 9, 9 à 8, 8 à 7. C'est ce qu'on fait, c'est une décrémentation. Au lieu d'utiliser 1, parce que si j'utilise 1 ici, il va jamais me ramener à 0, il va toujours continuer 10, 11, etc. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser en fait une décrémentation avec un moins 1. Donc c'est-à-dire, je passe à 10, le suivant c'est 9, donc je fais moins 1, 9, moins 1, 8, moins 1, 7, etc. Donc, c'est ce qui est fait ici. Bon, assez simple à comprendre. Donc, c'est-à-dire, j'utilise range en arrière. Donc, je donne un premier élément, je lui donne le 10. Le dernier élément, 0, avec un pas. Alors, ici, je peux aller à moins 1 pour que 0 soit inclus simplement. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai commencé à 10. La fin, c'est moins 1, mais je vous ai dit, toujours le dernier élément est exclu. S'il est exclu, c'est-à-dire moins 1 ne sera pas inclus, donc il va s'arrêter à 0. Donc il va commencer à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il s'arrête automatiquement à 0, il ne va pas aller à moins 1. Et bien sûr, c'est une décrémentation. Voilà. Donc je pense que c'est bien clair jusque-là. Bon, ça aussi c'est une explication. Ici, range 4, 0, moins 1 génère une séquence de nombres de 4 à 1. Bon, j'ai changé exclusivement en décroissant. Bon, je vous ai expliqué ça. Et donc, tous ces exemples illustrent différentes façons d'utiliser la fonction range avec les boucles en Python, vous permettant ainsi de spécifier facilement les plages d'itération pour vos boucles. Bon, je pense on va s'arrêter là. Il est déjà 23h30. Il reste juste une petite partie. J'aurais voulu quand même que vous me fassiez ça pour la prochaine séance. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va le faire la séance prochaine. C'est pas grave.
Donc, écoutez, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a eu à faire ce soir? Je pense un peu chaud quand même, si c'est nouveau pour certains, mais je pense quand même que c'est assez clair. Est-ce que vous avez des questions? No questions? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de... J'arrête l'enregistrement.